Le Leuthone est établi sur les flancs d'une colline isolée, dominant la plaine littorale du fleuve Xanthe. Cette plaine littorale fut constituée, à l'origine, par un cordon littoral qui créa une lagune. La lagune fut progressivement comblée par les alluvions fluviales. Actuellement, le site, bien qu'au milieu des terres, est périodiquement inondé, ce qui rend difficile les fouilles. Les fouilles archéologiques ont montré que le site était occupé depuis le 8e siècle avant Jésus-Christ. Il devait exister une source sacrée, qui induisit un culte à des déesses aquatiques lyciennes, appelées Eliana, et à une déesse mère de type anatolienne, qualifiée aussi de mère de tous les dieux. Au milieu du 6e siècle avant Jésus-Christ, la Lycie fut soumise à la domination perse. Il s'y développa une civilisation basée sur une culture originale, associant au fond lycien, des éléments grecs et persans. C'est ce que montre, en particulier, une stèle trilingue retrouvée sur le site du Leuthone, rédigée en lycien, en grec et en araméen, la langue officielle de l'Empire achéménide. L'influence grecque s'était développée en Lycie dans le cadre de la colonisation de l'Asie mineure, avec, en particulier, la fondation de Xanthos. La Lycie fut, à l'époque achéménide, dirigée par le satrape de Sardes jusqu'en 359 avant Jésus-Christ, puis par le satrape de Carie. Jusque 359, date de la révolte des satrapes, pourvu que le tribut exigé soit versé, le satrape n'interfère pas dans la gestion interne de la région, ce qui amène à la création de petites cités-États. C'est le cas à Xanthos, avec un dynaste appelé Arbinas. Il est mentionné dans une stèle bilingue du Leuthone, rédigée en grec par un certain Symmachos, datant de la fin du règne d'Arbinas et destiné à orner son tombeau, vers 375 avant Jésus-Christ. En voici un extrait. Je suis l'offrande consacrée par Arbinas, fils de Gergis, auteur d'exploits dignes de la vertu de ses ancêtres, dont la dépouille est dans la cuve funéraire tandis que la stèle que l'on voit ici dressée, rappelle comment il établit son pouvoir sur la Lycie par son intelligence et sa puissance supérieure. Dans sa prime jeunesse, il conquit, en un mois, 3 forteresses, Xanthos, Pinara et le beau port de Telmessos, répandant la crainte dans la masse des Lyciens, et s'imposant à eux en maître. C'est ce que commémore cette dédicace, à l'instigation du dieu Apollon, qu'il fit interroger à Pytho. À Leto il me dédia, moi sa propre statue. Ainsi, ce texte montre que ce dynaste de Xanthos a fait établir, de son vivant, son tombeau sur le site du sanctuaire, et a fait graver une stèle commémorative vantant ses exploits. Pour connaître à quel dieu il devait dédier son monument, il envoya une ambassade interroger l'oracle d'Apollon à Delphes. Le dieu répondit, à Leto, c'est-à-dire à sa propre mère. Arbinas avait, au préalable, érigé une statue à Artémis, fille de Leto et sœur d'Apollon. Cela nous révèle que c'est probablement à cette époque que le culte de Leto et de ses 2 enfants fut introduit dans le sanctuaire. Leto fut assimilée à la déesse mère anatolienne et s'associa aux Élianas lyciennes et au culte de la source sacrée. On peut s'étonner qu'un Lycien, sous domination perse, ait instauré un culte hellénique sur les terres qu'il avait conquises. Pour tenter d'en donner l'explication, il convient de s'intéresser au mythe de Leto,
en se référant, d'abord, à l'histoire d'Apollon contenue dans les hymnes homériques, un recueil de textes datant du 8e siècle avant Jésus-Christ. Salut, ô heureuse Leto, car tu as enfanté d'illustres enfants, le roi Apollon et Artémis, joyeuse de ses flèches, celle-ci dans Ortygié, et celui-là dans l'âpre d'Élos, étant courbés auprès de la grande montagne, et de la colline de Quintios, sous un palmier, le long de l'Inopos. Les hymnes homériques différencient les lieux de naissance d'Artémis et d'Apollon. L'une serait née à Ortygié et l'autre à Délos. En ce qui concerne la naissance d'Apollon, le texte mentionne deux localisations, le mont Quintios et le fleuve Inopos, qui existent effectivement à Délos. Par contre, le lieu appelé Ortygié ne se trouve pas à Délos. Cela explique probablement que les citoyens d'Éphèse aient revendiqué la naissance d'Artémis dans un bois proche de leur cité, et construit un temple à la déesse, qui fut considéré comme une des 7 merveilles du monde. Dans cette version ancienne, Apollon et Artémis seraient frères et sœurs, et non jumeaux. Cela est corroboré par le fait qu'un autre mythe indique qu'Artémis aida sa mère à accoucher d'Apollon. Poursuivons la lecture des hymnes homériques. On y apprend que Leto fut contrainte de mener une vie errante, alors qu'elle allait accoucher. En effet, enceinte de Zeus, elle dut subir la colère d'Héra, qui avait interdit à toutes les terres de la recevoir. En tout lieu, au moment d'enfanter le divin archer, Leto erra, demandant si l'une de ces terres voulait servir d'appui à son fils. Mais, toutes furent saisies de terreur, et aucune, quelque fertile qu'elle fût, ne voulut accueillir Phoebos. Alors Leto accosta à Délos, un îlot rocheux désolé sur lequel rien ne poussait, dont on dit même qu'il flottait sur la mer, et lui dit : Délos, tu ne porteras point de vigne, et tu ne produiras point les plantes innombrables, mais, si tu veux être la terre de mon fils Phoebos Apollon, si tu possèdes le temple de l'archer Apollon, tous les hommes t'apporteront des hécatombes, et ils se rassembleront ici, et les dieux te garderont d'une domination étrangère, car ton sol n'a pas de fertilité. Délos accepta et Apollon put naître. À l'époque d'Arbinas, rien ne semble, a priori, relier Leto à la Lycie, à l'exception, toutefois, de la localisation du bois d'Ortygié à Éphèse. Pour l'expliquer, il faut tenir compte que cette époque a été celle d'un développement important de l'hellénisation, comme en témoigne le fait que la stèle, mentionnée ci-dessus, était écrite en grec et en lycien. Dans cette perspective, il dut sembler naturel que l'on assimile la déesse mère des dieux anatolienne, à Leto, qui était aussi une mère de Dieu. Certes, le mythe de Leto comporte une autre légende reprise par Ovide dans les Métamorphoses, qui pourrait accréditer sa présence dans cette contrée. Poursuivi par la vindicte d'Héra, Leto fut à nouveau obligé de fuir après la naissance de ses 2 enfants, et se réfugia en Lycie. Elle s'arrête épuisée par les fatigues d'un long voyage. La chaleur avait allumé, en elle, une soif dévorante, et ses nourrissons avides, avaient tari le lait de ses mamelles. Le hasard lui fait découvrir, au fond d'une vallée, un lac dont les eaux lui semblaient pures. Les paysans, qui coupaient de l'osier sur les berges, lui interdisent de boire. Ce n'était point assez, ils plongent dans l'eau leurs pieds et leurs mains,
Ils y bondissent méchamment pour soulever les Pélimons au fond de l'onde. La colère impose silence à la soif, et dédaignant de s'abaisser plus longtemps, la fille de Créus élève ses mains vers le ciel, et s'écrie, « Vivez à jamais dans cet étang ». Leto les changea alors en grenouilles. Cette légende ne semble pas devoir être prise en compte car, selon les sources que j'ai consultées, elle a été écrite par un certain Nicandre de Colophon qui vécut au IIe siècle avant Jésus-Christ, soit postérieurement à la création de la statue de Leto sur le site lycien. Elle dut cependant contribuer à la notoriété du sanctuaire. Il est probable que c'est de l'époque d'Arbinias, corrélativement à la consultation de l'oracle de Delphes et à l'introduction du culte de Leto et de ses deux enfants, que furent entrepris d'importants travaux d'aménagement du site du sanctuaire. D'abord, il fallut entailler la colline, afin de créer une zone plane destinée à accueillir les temples. Elle dominait le niveau de la source et du bassin qui en émanait. Cet aménagement explique qu'au pied du temple situé le plus à l'est, s'élève une paroi rocheuse bien taillée, laissant, entre ce temple et la paroi, un étroit passage. Au-dessus, 2 terrasses étagées furent créées, elles portaient quelques constructions, et pouvaient aussi servir de tribune pour les spectateurs venant assister aux cérémonies. Sur la zone aplanie, furent conservées 2 excroissances rocheuses. La première se trouve le long de la falaise, elle possède une forme rectangulaire sur laquelle ont été créées 2 constructions. Des entailles dans les blocs rocheux servaient à insérer les poutres horizontales et verticales qui constituaient un édifice cultuel en bois. Ce temple fut attribué à Apollon. La seconde excroissance rocheuse forme un socle grossièrement rectangulaire, haut d'environ d'1,5 mètre, possédant aussi des trous de poteaux, attestant d'une superstructure en bois. Près de là, on a retrouvé 2 inscriptions gréco-lyciennes évoquant Artémis, sans que l'on puisse déterminer si cette construction lui était attribuée. Un 3e édifice fut aménagé dans ce qui devint ensuite la cella du temple hellénistique de Leto. On en a retrouvé les assises inférieures en calcaire, encore recouverts par endroits, d'un remblai, ainsi que 3 murs. L'ensemble du 3e temple possède une surface de 40 mètres carrés. Une inscription authentifie le fait que ce premier temple fut consacré à Leto. La façade de ces 3 temples était orientée vers la source sacrée. Il est probable aussi que fut érigé un péribole autour du Téménos, sans que l'on sache exactement la forme qu'il possédait. Enfin, il devait exister, au nord du sanctuaire, un ensemble de bâtiments probablement à vocation administrative et publique. Après la conquête d'Alexandre, la Lycie fut placée sous la suzeraineté des Lagides d'Égypte, puis sous celle des Séleucides. Lors de la paix d'Apamée en 188 avant Jésus-Christ, constitutive à la défaite d'Antiochos III à la bataille de Magnésie, la Lycie est attribuée à Rhodes jusque 167 avant Jésus-Christ. Elle obtint alors de se libérer de la domination de Rhodes, grâce à l'appui de Rome, et acquit son indépendance. Celle-ci dura jusqu'à 43. La Lycie alors fut incorporée à la province romaine de Pamphylie. L'époque hellénistique vit aussi la transformation du Letoon suite à la création de la Confédération lycienne, comportant 23 villes de la région.
Le Leuthone devint alors le sanctuaire fédéral de cette confédération. C'est de cette époque que date la restructuration complète du site. Les aménagements les plus spectaculaires eurent lieu au niveau des 3 temples. Le petit templion lycien, situé au pied de la falaise, qui comportait 2 petites salles, fut modifié de 2 manières. En premier lieu, on rajouta, dans le pronaos du temple lycien, une mosaïque représentant une lyre d'un côté, et un arc et une flèche de l'autre. Cette mosaïque permet d'identifier un temple dédié à Apollon. Surtout, l'ancien temple lycien fut conservé et enrobé dans une structure architecturale hellénique comme le montre le plan. Sur les 3 passages entre la falaise et le temple, furent rajoutés des sièges dont le montant est pourvu d'inscriptions gravées. La deuxième implantation a été également enchâssée dans un nouveau temple de style ionique, sans péristyle, et comportant un pronaos et une cella. Dans cette cella, furent conservés le rocher et l'ancien temple de bois, dans lequel devait se dresser la statue de culte. Pour y accéder, il fallut aménager un escalier taillé dans ce rocher. Ce temple était probablement dédié à Artémis. Le temple de Léto fut considérablement agrandi. L'ancien édicule d'Arbinias fut également conservé dans la cella. Pour réaliser cette extension, il fallut faire déborder le temple sur la terrasse située en contrebas, où était localisée la source et son bassin. La découverte d'un dépôt monétaire dans le remblai nécessité par l'extension du temple vers le sud, permet de dater la reconstruction au milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ. Elle peut être mise en liaison avec la proclamation de l'indépendance de la Ligue lycienne, et doit être révélateur de la volonté des Lyciens de disposer d'un sanctuaire fédéral digne de ce nom. Devant les temples, devait aussi se trouver un autel pour les offrandes. Un autre aménagement important d'époque hellénistique fut la création d'un portique de style dorique en avant du mur du Téménos. On peut encore en remarquer les bases des colonnes, qui ont été dégagées sur une partie de leur parcours. Dommage que cette partie du site soit inondée lors de notre visite. C'est en suivant ce portique, que l'on peut visiter le reste des implantations de l'époque hellénistique. Du sud au nord, le portique longeait le bassin émanant de la source. Là, se trouvait une exèdre comportant une dédicace à Apollon et Artémis ainsi qu'aux nymphes. Face à l'exèdre, on pouvait apercevoir un nymphée aménagé sur le côté est de la pièce d'eau. Au centre de ce nymphée, fut créée une fausse grotte, dédiée aux nymphes. En remontant de quelques mètres vers le nord, on accédait, à gauche, au propylon d'entrée, et, à droite, à une voie d'accès à l'esplanade des temples. Cette voie d'accès existait préalablement, mais elle fut rehaussée et dallée à l'époque hellénistique. Elle était située à un niveau légèrement inférieur à la terrasse portant les temples, et il fallait monter quelques marches pour y accéder. Cette allée fut très vite bordée de statues et de monuments dont il reste les socles gravés.
Plus au nord encore, on atteint la limite du péribole. Le portique se continuait vers l'est pour fermer l'espace sacré. Les colonnes de ce portique ont été installées sur les murs arasés d'époque lycienne. Par contre, le mur de fond lycien a été conservé. Il était percé de portes s'ouvrant sur des pièces arrière. Selon ce que j'ai pu en lire, dans l'angle ouest, était aménagé un sanctuaire en l'honneur des nymphes. Il sera transformé, au milieu du IIe siècle, en une salle de culte, dédiée à la déesse Rome. Il est probable que cette mutation fut effectuée lorsque Rome imposa à Rhodes l'indépendance de la Lycie en 167 avant Jésus-Christ. Enfin, au bout du portique, il devait exister une porte ouvrant sur un chemin reliant le sanctuaire au théâtre. Sur le mur fermant la cavea, s'ouvrait une belle porte surmontée d'un fronton. Cette porte menait directement, par un escalier, au couloir de circulation situé entre les deux étages de gradins. Le théâtre date également du milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ. Il conserve sa structure hellénistique comme en témoigne, d'une part, le beau mur en pierres appareillées qui porte la partie latérale de la cavea, et d'autre part, le fait que les sièges des notables sont établis au niveau de l'orchestre, et non en hauteur comme dans les théâtres romains. La construction de ce théâtre fut consécutive à la création, en 188 avant Jésus-Christ, de jeux en l'honneur de Leto, appelés Letoa. Ils avaient lieu tous les 4 ans et comportaient essentiellement des compétitions artistiques avec 3 épreuves réservées aux aulètes, aux citharistes et aux citharèdes. À l'époque de l'indépendance de la Lycie, les jeux prirent le nom de Romaia Letoa, avec probablement adjonction d'épreuves gymniques et hippiques. Une stèle portant les noms des vainqueurs des jeux a été retrouvée près de la voie d'allée. La partie centrale de la cavea est adossée à la colline. Au nord, une porte située symétriquement à celle reliant le théâtre et le sanctuaire, donnait sur la route menant à Xanthos. Le mur de Seine a disparu. À l'époque impériale, au IIe siècle après Jésus-Christ, probablement suite à un incendie, de nouveaux travaux furent ensuite accomplis. Le portique ouest fut doublé par un autre portique à colonnade dorique. Il fut érigé du côté de l'extérieur du mur de clôture du sanctuaire, le long de la route qui menait au propylée. Le propylée fut également reconstruit en avancée du précédent. Outre la route d'accès, Strabon indique que l'on pouvait se rendre aussi en bateau dans le sanctuaire. Au nord, fut aussi reconstruit un second portique. Sa colonnade fut dressée sur l'ancien mur de fond du périple hellénistique. Le mur de fond fut également déplacé vers le nord, et de nouvelles pièces furent aménagées au-delà. On peut penser que fut construit, à cet endroit, une salle du culte impérial. Vers le sud, la montée des eaux des nappes phréatiques amenèrent une transformation radicale de la pièce d'eau. D'abord, la partie située au niveau est de la nymphée hellénistique, fut comblée et surhaussée jusqu'au niveau de la crépisse des temples.
le débouché de la source fut reporté au niveau d'une anfractuosité du rocher. Surtout, suite à la visite de l'empereur Hadrien, un nouveau nymphée fut aménagé face au nymphée hellénistique. Il comportait un bassin demi-circulaire entouré d'un portique. Au centre du portique, une salle centrale, dédiée au culte impérial, était cantonnée de 2 exèdres, qui devaient porter des statues. On a retrouvé dans un de ces exèdres, une base de statues mentionnant le nom d'Hadrien. Enfin, au Ve siècle, fut créée sur l'esplanade se trouvant devant les temples, une grande église proto-byzantine. On utilisa, pour la construire, de nombreuses pierres provenant des édifices antérieurs démolis. Ainsi, le pied de la table d'autel est un tambour de colonne. Comme on le voit sur le plan, l'église comporte les 3 parties caractéristiques des églises de l'époque, narthex à portique, triple nef au sol couvert de mosaïques, chancel ouvrant sur le chœur, et synthronos. Du narthex, un couloir semble conduire vers le temple de Leto. Enfin, vers le sud, une longue salle longeant la nef latérale était terminée par une salle trilobée. Selon moi, le Létoon possède 3 intérêts majeurs. D'abord d'associer une activité religieuse, le culte de Leto, et une activité politique, le lieu de rassemblement des représentants des villes membres de la Confédération lycienne. Ensuite, de conserver les anciennes structures cultuelles lyciennes à l'intérieur des enrobements architecturaux hellénistiques des temples. Enfin, de permettre aux visiteurs de constater le sens esthétique des aménagements du plan d'eau sacré, tant par les concepteurs grecs que romains, qui surent concilier les impératifs cultuels à leurs concepts généraux de domestication de la nature.